coup, je vous laisse la parole, Alain, Olivier, quand vous voulez. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus vous connecter aussi nombreux à la présentation de nos résultats annuels. Alors nous sommes à demi-visibles mais 100% investis. Vous l'aurez remarqué sur le slide suivant, Solène. Merci. Sylvain n'est pas présent avec Olivier et moi cette année. Vous l'avez appris il y a quelques jours maintenant. Il a quitté ses fonctions dans l'entreprise. Il a quitté ses fonctions sans indemnité pour le groupe. Il a simplement démissionné. Néanmoins, il reste un actionnaire tout comme vous, investi et exigeant, et dont nous saurons évidemment faire face dans l'ensemble de en tout cas de nos efforts pour conduire le groupe dans les meilleures destinées. Alors pour ceux qui sont peu nombreux mais qui ne connaissent pas encore ST Group, nous sommes surtout des constructeurs de maisons individuelles, donc qui représentent environ 60% de notre chiffre d'affaires. Nous sommes également promoteurs et lotisseurs pour environ 25% de notre chiffre d'affaires. Et nous avons une double expertise en industrie avec Podbi et en distribution avec l'ensemble de nos marques réseau, Natilia, Natibox et M-Design. Je vais vous présenter les membres du COMEX, ceux qui dirigent le groupe aujourd'hui. Alors, il y a à côté de moi Olivier, que vous connaissez bien, qui a en charge l'ensemble des services financiers. D'ailleurs, les services ont reçu la mention spéciale 2020 pour la section immobilière, donc, et qui supervise également l'ensemble des services ressources humaines, services informatiques, et également une supervision de l'activité des filiales maisons individuelles. Michael Massot, qui dirige l'activité promotion et lotissement, qui est présent dans le groupe depuis une dizaine d'années. Et on va dire associé Damien Tessier et Sébastien Moudin, qui a rejoint le COMEX récemment. Donc, Damien est en charge de la distribution de l'ensemble de nos marques concessionnaires, donc Natilia, Natibox et Villa Club. Et Sébastien Moudin dirige le site industriel qui est basé à la Charité-sur-Loire. ST Group, c'est une société qui est développée sur l'ensemble du territoire, globalement 27 ans à peu près d'expérience dans la construction et maintenant plus de 10 ans dans l'expérience industrielle. Presque 600 collaborateurs, 189 agences, donc 86 agences en propre, une centaine de concessionnaires et un site industriel, comme je vous l'expliquais, donc qui est basé à la Charité-sur-Loire. Alors 2020, c'est une année contrastée, on va dire, liée évidemment, comme tout le monde le sait aujourd'hui, à des conditions sanitaires qui ont été extrêmement contraignantes, couvre-feu et confinement, pardon. Voilà. Néanmoins, une forte demande qui a été constatée courant du mois de mai 2020, qui nous a permis de finir l'année avec une augmentation de novembre de l'ordre de 4%. Et nous avons également travaillé sur la partie innovation et la partie organisation de notre groupe avec le développement en interne de l'application Homeway et M-Design, Olivier reviendra là-dessus, ainsi qu'une partie de la centralisation du bureau d'études et un retour à la croissance sur le S2, malgré des protocoles sanitaires qui étaient contraignants, des fournisseurs qui étaient en rupture d'approvisionnement et des entreprises qui étaient plutôt débordées par le retard accumulé tout au long de ces mois. Excusez-moi, mais avec le masque, la buée, tout ça, je ne sais plus trop où on en est. Donc 2020, on peut considérer que la maison individuelle est encore plébiscitée, malgré des conditions qui étaient contraignantes. Je vous laisse continuer. Non, il n'y a pas de problème. Donc, on a eu une année, en effet, 2020 assez contrastée. Nos prises de commandes s'élèvent à 2061 ventes contre 1933 l'année dernière, donc une baisse de 4%. On voit que cette répartition des prises de commandes est à hauteur de 58% en maison individuelle, 8% en promotion et 36% sur la partie mode constructif industriel. Donc essentiellement au niveau de nos concessionnaires, on voit que cette partie année en année continue de progresser. Alors cette année, elle est contrastée puisqu'on a une baisse de 4%, mais en fait avec 2 semestres qui sont complètement inversés. On a pâti sur le premier semestre des mesures de confinement et donc on a eu des ventes en baisse de 18%. Par contre, dès la sortie du confinement, dès la fin avril, début mai,
on a constaté un fort appétit des Français pour la maison individuelle, notamment ceux qui ont été confinés pendant plusieurs mois. Et dès le mois de juin, il y a eu une reprise des ventes en maison individuelle qui s'est confirmée tout au long du deuxième semestre. Et on voit d'ailleurs que sur ce deuxième semestre, il y a des ventes en croissance de 11%. On verra après que ça a bénéficié à notre carnet de commandes. Et on verra que ce niveau de vente a aussi continué sur le début de l'année 2021. Donc, on retrouve vraiment cette appétence des Français pour la maison individuelle. Je rappelle que en maison individuelle, on est en baisse de 4% sur l'année, mais que par contre, on a surperformé le marché, puisque le marché de la maison individuelle est en baisse de 8,5% au cours de 2020. Alors, comme le disait tout à l'heure Alain, l'année 2020, même si on a été confiné, on en a profité pour innover, pour améliorer nos process. Et la première innovation qu'on a lancée à la sortie du confinement, en l'occurrence début mai, c'est une appli client. L'appli client s'appelle HomeWay. C'est une application qui a été réalisée entièrement en interne par notre service informatique, notre service amélioration continue et nos services opérationnels. Et aujourd'hui, on a 65% de nos clients qui l'utilisent. L'idée de cette application, c'est que, comme vous le savez, notre projet de construction est relativement long, puisqu'il dure à peu près 18 mois en maison individuelle. On a à peu près 9 mois de délai administratif et 9 mois de délai de construction. Et donc, il faut réussir à maintenir la relation avec nos clients, à les rassurer, à leur donner de l'information. Et l'idée de cette application, c'est de pouvoir garder un contact avec nos clients tout au long des 18 mois. Le principe, c'est que ce client, il a l'application à la signature de son contrat de construction de maison individuelle jusqu'à la réception de sa maison. Et tout au long de ce parcours, il peut télécharger des documents, on va lui donner des informations, on va lui montrer des photos de l'avancement de son chantier. Et lui va pouvoir noter au cours de 12 étapes la satisfaction qu'il a dans la relation avec AST. Il s'avère que la note moyenne attribuée est supérieure à 4. On a 86% des clients qui attribuent une note supérieure à 4. Et dans nos process internes, toutes les notes inférieures à 3 nous donnent l'occasion d'appeler nos clients pour essayer de comprendre ce qui fonctionne pas, ce qui ne va pas, pour pouvoir améliorer ces éléments. Donc, un très fort engouement pour cette application. Comme vous le voyez, il y a plus de 11 000 publications, il y a 3 000 photos partagées. Et donc, ça apporte un vrai plus dans la relation qu'on a avec le client et dans la satisfaction qu'on peut lui apporter. La deuxième innovation, on en avait parlé sur le premier semestre, on a lancé notre premier prototype M-Design. Donc, c'est une maison modulaire entièrement faite en usine. La première maison a été installée au mois de mai sur notre siège social. Elle fait à peu près 60 mètres carrés sur notre siège social à côté de Lyon. Et on a installé un deuxième prototype sur le siège social de notre filiale DPLE à côté de Rouen, qui fait également à peu près 60 mètres carrés. Ces prototypes sont installés à peu près en une journée sur le chantier. Et après, il faut prévoir 3-4 jours de parachèvement pour brancher les modules, finir les jonctions. Donc, c'est extrêmement rapide. Et on le verra après, c'est un mode constructif qui va tendre à se développer. Et puis le troisième grand chantier qu'on a lancé en 2020, ça a été on travaille toujours sur l'optimisation de nos process, sur l'optimisation de nos ressources, sur l'optimisation de nos outils. Et on a souhaité centraliser le bureau d'études pour l'activité maison individuelle. Cela évidemment pour objectif de centraliser les compétences, d'optimiser les ressources, de fiabiliser la maîtrise des process, de pouvoir mutualiser les outils, capitaliser sur les meilleures compétences, sur les meilleures pratiques. Et tout ça, bien évidemment, a pour objectif de réduire les délais. Et quand on réduit les délais, on sécurise les ventes. Voilà, je rappelle que le bureau d'études intervient dans le projet de maison individuelle sur 4 grandes étapes. La première étape, c'est tout ce qu'on appelle avant-projet et chiffrage d'une maison. La deuxième étape, c'est de préparer le permis de construire pour le déposer en mairie. La troisième étape, c'est tout le plan d'exécution de la maison. Et la quatrième étape, c'est le maîtrise pour connaître le prix de revient exact d'une maison et pouvoir passer les commandes auprès de nos artisans. Alors, on va voir que l'amélioration de ces process a porté ses fruits au cours de l'exercice 2020, puisqu'on a globalement, malgré une baisse de chiffre d'affaires, une amélioration de la rentabilité. Ce qui s'est produit sur les ventes est à peu près les mêmes sur le chiffre d'affaires. C'est qu'entre 2019 et 2020, on a une baisse de 12,7% de notre chiffre d'affaires qui s'élève à 175,8 millions d'euros. Mais comme vous pouvez le constater, on avait eu une forte baisse de notre chiffre d'affaires sur le premier semestre, à moins 25%,
puisque globalement, on a été pénalisé, comme beaucoup de personnes, par la crise sanitaire et le confinement. Et notamment, à la sortie du confinement, on a été pénalisé par le fait qu'il y avait beaucoup d'industriels qui avaient été en pénurie de matière. Donc, même si nos artisans pouvaient travailler, malheureusement, parfois, il manquait un peu de matière ou d'éléments pour avancer les chantiers. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que sur le deuxième semestre, on a bien évolué puisque notre chiffre d'affaires est en croissance de 1% et malgré, je rappelle, un deuxième confinement qui a eu lieu sur la fin de l'année. Donc, on n'a pas du tout été pénalisé sur le deuxième semestre et bien au contraire, on a amélioré notre chiffre d'affaires qui se répartit toujours à peu près de la même manière. On a 60% en maison individuelle, 24% en promotion et lotissement et 16% sur la partie mode constructif industriel. Donc, on voit qu'on a un retour à la croissance sur le deuxième semestre et ce retour à la croissance a fortement porté ses fruits dans les résultats, puisque notre EBITDA ressort à 12,6 millions d'euros, soit 7,2% du chiffre d'affaires. Il est en croissance de 61% par rapport à l'année dernière. Notre résultat opérationnel ressort à 8,5 millions d'euros, en croissance de 114% par rapport à l'année dernière. Et la marge opérationnelle représente 4,8% du chiffre d'affaires. Notons un excellent résultat financier qui est quasiment à l'équilibre. On a une très bonne optimisation de nos charges financières et donc il ressort à seulement 69 000 euros. On le verra après dans la structure financière. Après la déduction d'une charge d'impôt de 3 millions d'euros, notre résultat net ressort à 5,4 millions d'euros, soit 3% du chiffre d'affaires. Ce qui est important de noter dans cette année, c'est que quand on regarde une année 2020, ça c'est les chiffres de l'année 2020. Par contre, quand on compare le premier et le deuxième semestre, on se rend compte que sur le deuxième semestre, notre chiffre d'affaires, comme on l'a dit tout à l'heure, ressort à 95,1 millions d'euros. Notre EBITDA ressort à 8,6 millions d'euros, soit 9%, et notre résultat opérationnel à 6,5 millions d'euros, soit 6,9%. Donc, sur le deuxième semestre, on a un résultat opérationnel qui est quasiment à 7% du chiffre d'affaires, et notre résultat net ressort à 4,5% du chiffre d'affaires sur le deuxième semestre. Quand on regarde les grands éléments qui ont conduit à l'évolution et à l'amélioration de ce résultat opérationnel, alors bien évidemment, on a un effet volume très important, puisque avec 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins et un niveau de marge à peu près de 28%, on a un effet volume négatif de 7 millions d'euros. Mais on va voir qu'on a mis en place énormément de mesures dans le groupe qui font que cette baisse du volume a été largement compensée par énormément d'éléments. Le premier élément, c'est l'amélioration de la marge, puisque sur la totalité du groupe, notre taux de marge s'est amélioré d'1,1 point, ce qui a un effet positif de 2 millions. Et ensuite, on a travaillé sur énormément de charges opérationnelles. Comme vous le savez, on a un groupe qui est organisé avec des business units et on a énormément de fonctions centrales qui sont centralisées au niveau du groupe et qui nous permettent d'intervenir extrêmement rapidement dans le cadre, par exemple, d'un fort développement ou au contraire d'un confinement comme celui qu'on a vécu. Et quand on a vécu le confinement qu'on a vécu, ça nous a permis très rapidement de mettre sous contrôle un certain nombre de charges et c'est ce qu'on voit ici. Les premières charges, c'est les charges externes. On a une économie de quasiment 2 millions d'euros de charges externes qui correspondent à des économies d'honoraires, de frais de déplacement, de frais de véhicule et de frais de marketing, puisqu'on a fortement réduit les campagnes de publicité au moment du confinement. Ensuite, on a une réduction de 4 millions des charges de personnel. Cette réduction des charges de personnel, elle vient de 3 éléments. Le premier, mais qui n'est pas le plus significatif, c'est une économie liée au chômage partiel à hauteur d'1,2 million. Il faut noter qu'1,2 million sur 4 millions, ce n'est pas la majorité des éléments. Le principal élément, ça vient de la réduction des effectifs, puisqu'on a une baisse des effectifs de 8%. En moyenne, sur 2020, il y avait 620 personnes contre 673 personnes. Étant précisé que cette baisse des effectifs, à 90%, elle vient du fait qu'on a un taux de turnover et que donc ce sont des départs naturels qui n'ont pas d'impact financier en termes de provisions ou de charges. Et le troisième élément, à hauteur de 300 000 euros, ça vient de la baisse des primes, des commissions, des éléments variables, puisqu'on a une moins bonne performance au niveau, en termes de chiffre d'affaires et légèrement au niveau commercial. Et il faut savoir que dans le groupe, on a à peu près 20% de la rémunération totale du groupe qui est versée sous forme de primes, commissions, en tout cas éléments variables liés à la performance de nos collaborateurs. Le troisième élément, c'est qu'on a une forte amélioration de tout ce qui est dotation aux amortissements et provisions. Il faut savoir que dans le groupe, on a à peu près 10 millions de provisions
tout confondu pour évidemment les litiges, les pénalités de retard, le SAV, etc. Donc, on est très prudent en termes de provision et ça nous permet d'être serein pour l'avenir. Et il s'avère que ce niveau de dotation aux provisions s'est amélioré et notamment, entre guillemets, on a profité du confinement pour avancer un peu plus vite un certain nombre de chantiers et nos provisions pour pénalités de retard ont diminué de 500 000 €. Les autres charges correspondent à des tas d'autres éléments qui sont individuellement peu significatifs. Lorsqu'on regarde la performance activité par activité, ce qui est important de noter, c'est que toutes les activités sont en progression par rapport à l'année dernière. L'activité maison individuelle, le résultat opérationnel est en progression de plus de 2 millions d'euros. C'est une évolution très significative. Et cette amélioration, elle vient de deux éléments importants. La première, c'est l'optimisation de nos process qui nous ont permis de réduire les charges de personnel et d'être plus efficients. Et le deuxième, c'est l'amélioration de notre marge brute en maison individuelle qui a progressé de 1,5%. En promotion et lotissement, on voit une forte amélioration aussi des résultats de l'ordre de 2 millions d'euros. Cette amélioration, elle vient de trois éléments. La première, c'est une externalisation de la maîtrise d'œuvre pour tout ce qui est immeuble collectif. Ça nous permet d'être plus souple et plus agile et d'avoir moins de charges fixes. Et notamment, il y a eu une baisse des charges de personnel dans cette activité. Et le deuxième élément, ça nous permet, on a eu moins de litiges et moins de provisions sur cette activité. Et enfin, la troisième activité qui est toujours extrêmement rentable, l'activité mode constructif industriel. On voit qu'on a une augmentation de notre résultat opérationnel et ce, malgré un très bon niveau de résultat opérationnel l'année dernière. Cette augmentation est liée à deux effets. La première, c'est que malgré la baisse du chiffre d'affaires, on a une augmentation d'1 point du niveau de marge, ce qui fait qu'on n'a pas d'impact sur le niveau de marge brute lié à la baisse du chiffre d'affaires. Et en revanche, on a fait également des économies sur des honoraires, des process, etc., à hauteur de 500 000 €, ce qui se traduit au niveau de l'amélioration du résultat opérationnel. Et donc, en conclusion, on voit qu'on a une forte augmentation de notre résultat opérationnel, étant rappelé qu'en termes normatifs pour ces trois activités, et Alain reviendra sur ce point tout à l'heure, en maison individuelle, on veut une rentabilité normative du résultat opérationnel de 6%, en promotion de 8%, et en mode constructif industriel de 20%. Notre structure financière, elle est extrêmement solide, comme vous pouvez le constater, et elle s'est très largement améliorée par rapport à l'année dernière, puisque à l'actif, nous avons un tiers de l'actif qui correspond à des actifs immobilisés. La moitié, c'est des goodwill et l'autre moitié, c'est des immobilisations, notamment notre usine chez Pobi. On a optimisé nos postes stocks et clients. Les stocks représentent 13 millions, les clients 21 millions, et comme vous pouvez le voir, c'est en baisse de 5 millions par rapport à l'année dernière. Et notre trésorerie s'est très largement améliorée puisqu'elle s'élève à 57,2 millions d'euros. Au passif, on a une très nette amélioration de nos fonds propres de plus de 6 millions qui correspond essentiellement au résultat de l'exercice, une optimisation de notre dette fournisseur. Ce qui fait que notre endettement net ressort à moins 13,2 millions d'euros et on a un gearing rapporté aux capitaux propres de moins 32%. Quand on regarde l'évolution de la trésorerie, on voit qu'on a la CAF a dégagé un résultat, du cash à hauteur de 13 millions d'euros et on a eu une forte optimisation de notre BFR également à hauteur de 10 millions d'euros. Cette optimisation du BFR vient de deux choses et notamment on a 50% du BFR qui vient de l'optimisation de notre poste client et de nos stocks. On n'a que très peu de flux d'investissement qui correspondent à des investissements courants d'informatique et nos flux de financement correspondent essentiellement à la mise en place du PGE au cours du mois de juin 2020 qu'on n'a pas utilisé. Donc, c'est pour ça qu'on voit à peu près 11 millions d'emprunts et 10 millions de remboursements d'autres emprunts. On voit donc que sur l'année 2020, on a eu une très bonne année et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un carnet de commandes qui progresse entre 2019 et 2020. On voit que notamment, on a une forte progression en maison individuelle de 12,7%. Et cette forte progression en maison individuelle, elle vient, comme on l'a vu tout à l'heure, essentiellement de la progression des ventes sur le S2 qui vont générer du chiffre d'affaires au cours de l'année 2021. En promotion et lotissement, comme on l'avait indiqué sur le S1 et comme on l'attendait, il y a une baisse du carnet de commandes qui est liée au fait qu'on est en train de régénérer du carnet de commandes lié au développement de notre activité prospection. On reviendra dessus tout à l'heure.
Et sur le mode constructif industriel, notre carnet de commandes est quasiment stable par rapport à l'année dernière. Désolé de l'interruption momentanée de mon programme et j'espère que ça ne va pas se reproduire. Alors pour conclure la présentation d'Olivier, je dirais que fort de ces optimisations et avec une capacité financière qui est renforcée et un marché qui est extrêmement porteur, AST Group finalement renouvelle avec ses ambitions et replanifie CAP 300. Donc CAP 300, Olivier en a parlé rapidement. Donc c'est 300 millions d'euros à horizon 2025 avec une rentabilité opérationnelle de l'ordre de 8%. On a souhaité vous faire un petit focus sur ce début d'année, alors même si la base de comparaison est compliquée, puisque janvier et février 2020 étaient plutôt sur un trend très dynamique. Et donc, on voit effectivement que ça ne se dément pas. Notre activité Maison Individuelle Group, en l'occurrence, progresse de l'ordre de 17% à peu près. Et on a une activité réseau et VFA qui est en léger retrait, mais qui est conforme à nos prévisions. Pour revenir sur l'activité Maison Individuelle, nous allons évidemment continuer à mailler notre territoire. Alors, au travers de régions sur lesquelles nous sommes évidemment déjà présents, mais sur des secteurs où nous ne sommes pas assez représentés. Donc, nous allons continuer à travailler sur ce maillage. On va naturellement continuer à travailler sur la qualité de nos services, c'est important et je pense que c'est un élément déterminant dans la rentabilité future du groupe. Donc, cette notion de service client doit encore continuer à progresser chez AST. Nous avons lancé notre nouveau CRM début avril. Il sera totalement opérationnel sur l'ensemble des filiales du groupe et on va continuer à développer notre offre digitale. Sur l'activité promotion et lotissement, nous avons externalisé une grande partie de notre maîtrise d'œuvre et notamment sur toute l'activité programme de logement collectif. On continue à développer la prospection foncière et notamment avec l'ouverture de l'Est de la région PACA. Aujourd'hui, plus de 627 lots ont été signés et donc représentent un chiffre d'affaires potentiel de l'ordre d'une centaine de millions d'euros, à peu près en progression importante de 72% et qui sera développé donc courant des 36 prochains mois. On est plus sélectif dans nos opérations également, des opérations avec une taille minimum d'une vingtaine de logements, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et l'intégration de nouvelles constructions industrielles de POBI, donc M-Design en l'occurrence, et ce dès le mois de juin. Donc les premiers PC seront déposés avec des modules M-Design, notamment dans la version Ville Appart. Pour résumer ce slide, je dirais que finalement, on voit la productivité, on voit la révolution industrielle qui s'est passée il y a une quarantaine d'années à peu près et ce qui s'est passé au niveau de la construction. Alors, pour résumer ce slide, je dirais plus simplement que qu'est-ce qu'un industriel? Un industriel, c'est quelqu'un qui fabrique un produit qui, au cours du temps, le fabrique de mieux en mieux avec des niveaux de qualité qui sont quasi irréprochables, des niveaux de prix qui sont de plus en plus performant et un niveau de rentabilité qui est extrêmement fort. La construction, c'est rigoureusement le contraire. C'est-à-dire que plus on en fabrique, moins on les fait bien, plus on met de délai et moins on gagne d'argent et moins on a de satisfaction client. Donc, il y a une vraie réforme qui doit être aujourd'hui entreprise sur ce niveau-là. Et ce n'est pas qu'un problème de paradigme. Il y a vraiment une organisation qui est totalement différente à mettre en œuvre et un changement de métier et passer de société de service plutôt à société industrielle. Faire un focus sur Natilia. Alors Natilia, c'est un réseau qui est aujourd'hui proche de la maturité puisqu'il est aujourd'hui représenté par 66 agences qui couvrent les principales villes françaises, surtout un statut de leader dans l'ossature bois. La maison individuelle, on est quasiment déjà conforme à la future réglementation, non plus thermique, mais environnementale RE 2020. Donc, en l'occurrence, puisque si on écoutait l'ensemble des concepts qui ont été développés aujourd'hui au niveau des moteurs de calcul, il ne faudrait construire qu'en bois et avec du chauffage électrique. Donc, Natilia, aujourd'hui, est prêt à affronter résolument et à continuer à progresser, même si les contraintes réglementaires vont être de plus en plus marquées. L'habitat modulaire, je dirais plutôt qu'une solution d'avenir, je dirais que c'est plutôt la meilleure solution pour construire les logements de demain. On vous a fait état d'une petite enquête qui a été proposée par les Échos il y a environ un an de ça, qui représente le marché actuel de l'ordre de 1,6 milliard d'euros à peu près, et qui est représenté essentiellement donc, par la maison individuelle ossature bois, et avec un léger développement sur l'activité modulaire.
L'habitat collectif représente aujourd'hui 16% de ce système constructif. La maison conteneur n'est pas représentative et la tiny house est un phénomène qui a tendance à progresser et on le voit dans les années qui viennent. Et en l'occurrence, ce sera plutôt 25% des logements qui seront construits, donc soit en ossature bois, soit en modulaire, qui représenteront environ 3 milliards d'euros. Et on voit la propension que va avoir l'habitat collectif à progresser sur ce type de mode constructif, ainsi que la partie tiny house, donc la petite maison, alors, non pas dans la prairie, mais... Et la T-Box représente parfaitement ce phénomène tiny house, au-delà d'une capacité à être livrée en une journée, à être posée sans dégâts chez nos clients. Aujourd'hui, Natibox, c'est 3 gammes. La petite, la 15 mètres carrés, la 20 mètres carrés. Ces 2 modèles-là ne nécessitent pas de permis de construire et juste une autorisation de travaux. La Maxi qui représente 28 mètres carrés et qui dispose d'une chambre supplémentaire. Au 31 décembre 2020, il y avait 10 concessionnaires. À ce jour, 5 concessionnaires supplémentaires ont été formés et sont sur le terrain. Et tout ça est accompagné évidemment par la montée en puissance de l'usine sur la Charité-sur-Loire. M-Design, donc M-Design, c'est notre logement modulaire, alors qui va lui aussi nécessiter beaucoup d'accompagnement de la part de l'usine. Donc nous sommes sur le point de faire l'acquisition d'un site mitoyen de notre usine de la Charité, qui va nous permettre d'ici 1 an d'avoir une capacité de production de l'ordre de 5 modules par jour, de manière à accompagner le développement commercial et notamment un développement essentiellement orienté vers la promotion immobilière. Alors, vous l'avez bien compris, on ne peut pas avoir ces performances, cette croissance sans des collaborateurs, des hommes et des femmes qui sont impliqués au quotidien sur nos différents métiers et dans nos différentes filiales. Donc, on voulait vous faire un point sur justement tous nos collaborateurs. Donc, comme on vous l'a indiqué, il y a 591 collaborateurs au 31 décembre 2020 dans notre groupe. Il y a 44% de femmes. D'ailleurs, ce taux est en progression régulière. Il a augmenté d'1 point entre 2019 et 2020. Et d'ailleurs, notre indice d'égalité professionnelle femmes-hommes ressort à 86 sur 100 contre 68 sur 100 l'année dernière. On a une très grande diversité de métiers puisqu'on a plus de 25 métiers complètement différents au sein du groupe, des métiers commerciaux, des métiers techniques, des métiers marketing, financiers, etc. L'âge moyen de nos collaborateurs est relativement jeune puisqu'on a 37 ans d'âge en moyenne. Et un point très important, 95% de nos collaborateurs sont embauchés en CDI, ce qui est un point majeur, et notamment dans les métiers du bâtiment. Voilà, donc tous ces hommes et ces femmes sont des initiateurs de la croissance pour pouvoir progresser ensemble. On travaille depuis quelques années sur une politique RSE qui est de plus en plus efficace et de plus en plus performante. On voulait vous mettre quelques indices. Donc, comme on l'a déjà indiqué, 591 collaborateurs, 95% de CDI. Il faut rappeler que, bien évidemment, on est un constructeur de maisons individuelles, mais on travaille avec plus de 1000 artisans et entreprises au quotidien qui sont sur nos chantiers. Sans eux, on ne pourrait pas construire de maisons. Et avec plus de 100 concessionnaires qui eux-mêmes, d'ailleurs, font travailler des artisans et des entreprises. On est un acteur uniquement local, on s'approvisionne essentiellement en France et comme on vous l'avait déjà indiqué, on a reçu le label French Fab. Et bien évidemment, tout ça, c'est pour en retirer un certain nombre de bénéfices économiques et sociaux. Donc, on a dégagé un résultat net de 5,4 millions d'euros. En 2020, on a logé 1836 familles et le logement de ces 1836 familles a généré 4600 emplois au travers notamment de tous nos artisans et des emplois indirects. Je rappellerai également que dans les bénéfices économiques et sociaux, on a reversé au sein de l'État ou des collectivités plus de 15 millions d'impôts, taxes et cotisations diverses. Nous avons passé quasiment 5000 heures de formation auprès de nos collaborateurs. Alors, ce niveau de formation est un peu en baisse par rapport à l'année dernière, mais bien évidemment, c'est lié à 2 choses, aux mesures sanitaires et aux périodes de confinement. Et enfin, on a des bénéfices environnementaux de plus en plus importants. On vient de le voir avec l'activité industrielle et des maisons de plus en plus environnementales.
Cette politique porte ses fruits puisqu'on a communiqué récemment sur l'amélioration de nos performances ESG, environnementales, sociales et au niveau de la gouvernance. On a gagné 51 places dans l'indice Gaia Rating puisqu'on a la 110e place sur 230, étant précisé qu'on est sur la 110e place sur 230, mais plus de 600 à 700 sociétés sont scorées dans cet indice et seules les 230 premières ressortent. Notre note globale est passée et s'élève à 61 sur 100. On a progressé 15 points et on voit que dans tous les domaines, on a progressé. Sur la partie sociale, on est à 66 sur 100, gouvernance 72 sur 100, 52 sur 100 sur les parties prenantes et 43 sur 100 sur l'environnement. Alors, c'est un élément sur lequel on doit progresser. On doit progresser bien évidemment sur les aspects de fond de l'environnement, mais également sur les aspects de forme, puisqu'il y a énormément de choses qu'on fait au sein du groupe, mais on ne communique pas suffisamment assez dessus. Voilà, donc ça reste des éléments qui sont perfectibles et on va travailler sur ces éléments. Nous souhaitions finir cette présentation et vous parler de perspectives et moi je dirais surtout d'avenir globalement. Donc nous avons réinitié évidemment CAP 300. Alors nous sommes sereins sur le développement de nos métiers, nous sommes sereins sur les capacités du groupe à pouvoir continuer à progresser dans un environnement qui est peu stable, peu visible, qui va être surtout extrêmement contraint par des normes. La RE 2020 en est une, mais également par les complexités d'accès au financement de nos clients. Néanmoins, dans ce marché-là, nous considérons qu'il est encore nécessaire et encore possible plutôt de prendre des parts de marché. Et c'est à ce titre que nous prévoyons à horizon 2025 environ 150 millions d'euros pour l'activité maison individuelle. Alors ça se fera essentiellement de la croissance interne. Nous pouvons encore progresser sur les territoires. Nous sommes évidemment vigilants à tout ce qui est croissance externe, mais comme je ne cesse de le répéter, nous ne ferons jamais d'acquisition et nous n'endetterons pas le groupe pour simplement acquérir des parts de marché. Nous allons continuer à travailler aussi fortement dans les deux activités qui sont aujourd'hui des activités annexes, mais qui vont représenter demain une part importante de notre chiffre d'affaires, et en l'occurrence l'activité promotion immobilière avec un développement sur de nouvelles régions, et ce dès 2022. Et l'activité industrielle, évidemment, qui, elle, va continuer à progresser, portée notamment par M-Design et toute la version modulaire de nos offres. Voilà, je vous remercie de votre attention et on est évidemment prêt à répondre à l'ensemble de vos questions. Merci Alain, merci Olivier. Du coup, vous pouvez, bien sûr, si vous avez des questions, réactiver votre micro pour pouvoir les poser effectivement en direct, ou vous pouvez converser via le chat ou nous envoyer vos questions par email. Je vous en prie, vous pouvez poser vos questions. Oui, bonjour, Jean-François Delcaire. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Parfait. Oui, alors, plusieurs petites questions. D'abord, bravo pour effectivement ces résultats qui sont remarquables. Première chose, beaucoup de promoteurs s'inquiètent BFM en parlait encore ce matin, de la pénurie de permis de construire, effectivement des normes RE que vous avez citées, et aussi des coûts de la construction, puisque les matériaux de construction sont à la hausse. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure c'est aussi un point de vigilance chez vous ou un point d'inquiétude? Ça, c'est ma première question. La deuxième, je m'inquiète un petit peu de voir le turnover, si j'ai bien compris. Il y a eu pas mal de départs, mais j'ai peut-être mal compris. Est-ce que vous pouvez si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de couleur sur les raisons qui ont conduit certains collaborateurs à partir spontanément, si j'ai bien compris? Et donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est sur le BFR. Il est très bon parce que notamment le poste client, dans quelle mesure c'est pérenne, ou est-ce qu'il y aura un effet, est-ce qu'il y avait un effet un peu exceptionnel, ou est-ce que vous pensez pouvoir maintenir cette discipline de paiement des clients? Et dans le même ordre d'idée, est-ce que le PGE, mais vous l'avez peut-être dit, j'ai peut-être mal écouté, est-ce que le PGE sera remboursé ou non? Voilà déjà pour les premières questions qui me viennent à l'esprit. Merci beaucoup. Si, alors je vais répondre à la première et Olivier a pris bonne note des trois suivantes. Donc, concernant la première, alors vous parliez de couleur, et effectivement, alors la couleur, elle est verte en ce moment. Donc là, c'est effectivement aujourd'hui une contrainte et
c'est plus que contraignant, ça devient une vraie inquiétude, j'aurais tendance à dire. Évidemment qu'on doit être vigilant à tout ce qui est environnemental, et évidemment que nos métiers sont au cœur de ces enjeux, et évidemment que nous devons progresser. Néanmoins, on nous propose pour le 1er janvier 2020 une nouvelle réglementation thermique. Néanmoins, les moteurs de calcul ne sont pas encore disponibles et on ne sait pas à quelle sauce, entre guillemets, on va être mangé. On ne sait pas sur quoi nous allons devoir agir, soit sur l'isolation, soit sur les systèmes de chauffage. Donc, il y a beaucoup d'interrogations, mais aussi beaucoup d'inquiétudes. Après, moi, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, l'immobilier et la construction notamment, et la construction de maisons duelles particulièrement, n'est pas un oublié du plan de relance, mais directement un sacrifié du plan de relance. Donc voilà, une fois qu'on a fait ces constats, j'aurais tendance à dire que malgré tout, on doit être contraint à s'adapter. Je voudrais juste vous donner un exemple. Sur Lyon, il reste disponible en stock 2800 appartements à vendre, alors que le besoin annuel est entre 4500 et 5000. Donc les conséquences de tout ça, ça va être une terrible augmentation des prix. On voit évidemment aujourd'hui la réticence d'un certain nombre de mairies à vouloir développer leur territoire, parce que ce sont des enjeux bien souvent électoraux qui, pour certains d'entre eux, ne veulent pas, enfin, dont les risques, pour certains d'entre eux, ne veulent pas être pris. Voilà, on est un petit peu dans ce débat d'idées. D'un côté, vous avez des Français qui veulent devenir propriétaires, qui plébiscitent la maison duelle. De l'autre côté, des réglementations et des contraintes qui sont à la limite du dogmatisme forcené, de vouloir préserver ce type, enfin en tout cas limiter ce type d'investissement. Voilà, on est à la frontière de ces deux volontés qui s'affrontent, et on voit que nos clients, malgré tout, continuent à vouloir devenir propriétaires. La hausse de nos prospects est monstrueuse, malgré, comme l'expliquait Olivier, des investissements qui ont été extrêmement réduits en termes de digital marketing. Voilà, on est effectivement aujourd'hui contraint par ces exigences, par ces normes, par ces volontés. Néanmoins, et je pense qu'il y a quand même un point sur lequel il est important de revenir, on est sur un marché de la maison individuelle qui est de l'ordre de 100 000 maisons individuelles. Je vous rappelle qu'on n'en fait que 2000. Donc à partir de là, moi je n'accepterai pas ces contraintes comme étant des empêchements de pouvoir progresser. Voilà, il y a les contraintes, il y a un environnement, il y a des réglementations notamment portées par le commissariat à la stabilité financière, hein, qui vient aujourd'hui régir fortement l'endettement des Français, et qui, de simples préconisations aujourd'hui, va inscrire ces réglementations dans le marbre, et ce dès juillet. Voilà. Donc d'un côté, on a une volonté des Français, de l'autre côté, on a des exigences gouvernementales, alors portées évidemment par de bonnes mesures, et en l'occurrence l'environnement. Et au milieu, il y a nous. Et ben, j'aurais tendance à dire que, comme d'habitude, il va falloir qu'on se réinvente et qu'on continue à progresser dans un environnement qui est effectivement assez peu visible. Alors, pour répondre à vos trois autres questions, la première sur le turnover. Alors, oui, on est dans un métier qui est pénurique, aussi bien sur la partie commerciale que sur la partie technique. Et en plus, on dit souvent qu'AST est une très bonne école de formation, et donc malheureusement, nos concurrents en profitent. Donc une fois qu'on a des vendeurs ou des conducteurs de travaux qui ont passé 2, 3, 4 ans chez nous, on a un certain nombre de concurrents qui en profitent pour venir les chercher. Alors évidemment, on fait aussi un peu la même chose, mais une chose est certaine, c'est qu'on est sur un métier très pénurique, et donc ça génère du turnover. Le deuxième élément, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur une moyenne d'âge de 37 ans, mais dans cette moyenne d'âge de 37 ans, on a un tiers de nos salariés qui ont moins de 30 ans. Et que les jeunes générations sont plus des personnes qui restent 5 ou 10 ans dans une même entreprise, c'est des personnes qui bougent. D'ailleurs, il y a un certain nombre de nos collaborateurs qui viennent chez nous, qui partent, qui reviennent. Donc, ce n'est pas forcément qu'ils n'étaient pas bien chez nous, c'est qu'ils avaient envie de vivre d'autres expériences. Donc, on est soumis à ce taux de turnover, mais d'ailleurs, comme beaucoup d'entreprises, puisque aujourd'hui, quand on discute avec un certain nombre de dirigeants, la partie gestion des talents, la partie fidélisation des collaborateurs est un enjeu majeur, et en termes de recrutement, c'est un enjeu majeur. Il faut savoir l'année dernière qu'au sein du groupe, on a reçu plus de 17 000 CV. Donc, on attire un certain nombre de talents, de collaborateurs. On n'a pas tellement de difficultés à recruter, mais c'est vrai que les générations, notamment, souhaitent aller vivre des expériences ailleurs. Alors, ce turnover, il y a ce côté, j'allais dire, où il faut apprendre à travailler avec ce turnover, fidéliser et faire monter en compétence nos collaborateurs. Ça a aussi un élément positif, c'est que quand on traverse des crises comme celle qu'on a traversée en 2020, eh ben, j'allais dire, le départ assez naturel d'un certain nombre de collaborateurs nous permet d'ajuster assez simplement
rapidement nos effectifs. Sur la deuxième question, sur la gestion du BFR, alors en effet, on a une baisse de 10 millions, enfin une augmentation de 10 millions de notre BFR, ça dépend dans quel sens on le voit, à hauteur de 5 millions sur la partie client et stock. Alors, vous demandiez si c'était durable. Il y a une partie qui est durable. Sur la partie client et sur la partie fournisseur, c'est durable. On a centralisé de plus en plus de choses. On optimise un certain nombre de process, ce qui fait que c'est durable. Il y a une partie sur laquelle ça ne sera pas durable, mais ça, c'est volontaire. C'est sur nos stocks, puisque comme vous le voyez sur ce dernier slide, on a une volonté de fortement développer notre activité promotion et lotissement et notre activité industrielle. Et ça génère du stock. C'est un petit peu consommateur en cash. Mais j'allais dire, c'est bon pour le carnet de commandes. Donc, ce BFR devrait diminuer légèrement lié à cette augmentation des stocks qui traduira notre capacité à générer du chiffre d'affaires après. Peut-être juste pour compléter ce que dit Olivier, le BFR, c'est le reflet de la croissance de demain. Donc, ce qui est important dans le BFR, c'est comment on le finance. Aujourd'hui, on n'a pas de difficulté à financer notre BFR. Et j'aurais tendance à dire que finalement, si nos opérations de promotion immobilière tardent à se vendre, elles seront plus chères si tous les logements sont terminés. Donc, finalement, on compense une partie de l'augmentation de ce BFR par une amélioration de la marge à terme. Et concernant votre dernier point, le PGE, donc en effet, on a souscrit 10 millions de PGE l'année dernière, puisque comme beaucoup de personnes, on ne savait pas bien comment allait évoluer cette crise. Et on a déjà informé nos partenaires financiers qu'on les rembourserait en totalité à la date échéance, en l'occurrence début juin. Parfait, merci pour ces réponses. Est-ce que nous avons d'autres questions? Bonjour, Éric Blin, Finance Connect, vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais juste revenir sur cette notion de BFR. Vous avez des avances clients significatives. Quel est le montant au 31 décembre, par exemple, l'ordre d'idée? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle une avance client, en fait. Je rappelle qu'on comptabilise notre chiffre d'affaires à l'avancement, donc en fonction des travaux et des étapes réalisées. Et donc, en l'occurrence, quand on facture le premier appel de fonds, par exemple, à 25%, quand on construit une maison individuelle, on ne constate pas 25% de chiffre d'affaires, mais on constate que le chiffre d'affaires réellement fait en fonction de l'avancement technique. Et on ajuste nos charges constatées d'avance, enfin, c'est un peu technique, mais ces éléments. Donc, on a une partie je ne sais pas si on peut appeler ça des avances clients, on a des paiements clients, mais sachant que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à la fin du cycle de vie d'une maison, ça s'inverse, puisque par définition, le client n'est pas en permanence en avance. Je ne pourrais pas vous répondre comme ça sur le montant. Sur l'ordre d'idée de, je veux dire, si j'achète une maison chez vous, je paye combien à la signature et comment je paye, quoi? Alors, en l'occurrence, à la signature, vous ne payez rien du tout. Si vous achetez une maison de 100 000 € chez nous, vous allez payer en 6 fois cette maison. Les appels de fonds, ce n'est pas nous qui les déterminons, hein, ils sont déterminés dans le contrat de CCMI qui date d'il y a 30 ans maintenant. Et dans l'occurrence, au moment où les fondations seront terminées, vous verserez 25 000 €. Ensuite, il y a 5 autres étapes, élévation des murs, hors d'eau, hors d'air, équipement et réception. D'accord, donc vous n'êtes pas, je dirais, par rapport aux clients, il n'y a pas un système d'avance. Par contre, vous payez vos fournisseurs peut-être avec un certain délai. C'est pour ça qu'on a un fournisseur important. En l'occurrence, l'impact sur le BFR vient essentiellement d'ici, puisque quand on facture une étape, nos clients en moyenne nous payent sous 15 jours, tout simplement parce qu'en fait, ils débloquent les fonds auprès de leur banque. Là où nous, on paye nos artisans fournisseurs environ 45 jours. D'accord. Il y a deux notions. Il y a la comptabilisation du chiffre d'affaires, l'IFRS 15, c'est ça ou c'est oui, 15 voilà. Et donc là c'est l'impact sur le chiffre d'affaires. Et ensuite, il y a l'appel de fonds fait au client qui, lui, a un impact sur la trésorerie. D'accord. OK. Non. Voilà. C'est très clair. Donc, il n'y a pas de somme. Il n'y a pas d'avance de client. Par contre, il y a un BFR négatif dû au fournisseur. Ça c'est structurel à l'activité du constructeur de maisons duelles. Pour répondre à votre question, il y en a une partie qui est liée, puisque quand le client nous verse 25% et que le coût d'achat de nos matières ne représente que 9%, il y a une partie, mais ce n'est pas la majorité. La majorité des cas vient du fait que globalement, on a un mois de décalage
entre l'encaissement de nos clients et le décaissement auprès de nos artisans et entreprises. De vos artisans, est-ce que ce n'est pas un très gros sujet de préoccupation aujourd'hui de trouver les artisans, de ne pas avoir de retard et corrélativement qui supportent les hausses de matières premières qui semblent assez significatives dans le bois, dans un certain nombre de domaines? Est-ce que vous sentez ça et comment vous réagissez par rapport à ça? Oui, alors mais c'est pas d'aujourd'hui qu'on a cette pénurie d'entreprises, hein. Ça fait 10 ans qu'on dit que globalement, les enjeux de demain, ce ne sera pas de construire une maison, ce sera de construire une maison que nos clients peuvent se payer. Et la différence est extrêmement importante. Oui, le bâtiment détruit environ aujourd'hui 80 000 emplois par an qui ne sont pas renouvelés. Donc à terme, il y a évidemment une capacité à construire sur le chantier qui sera extrêmement dégradée. C'est pour ça que nous avons investi il y a une dizaine d'années maintenant dans notre outil industriel et que nous continuons à développer cette activité qui va prendre des proportions importantes dans nos leviers de croissance et ce dès maintenant. Maintenant, concernant l'augmentation des matériaux, j'aurais tendance à dire qu'elle est temporaire. On a reçu effectivement sur ce début d'année, et notamment en janvier, des hausses significatives sur le bois. Et ça, c'était lié essentiellement aux actions qui avaient mis en place Trump et en l'occurrence la taxation des bois canadiens. Donc les 6 scieries canadiennes qui livraient globalement les États-Unis ont stoppé quasiment du jour au lendemain de fournir les bois. Et donc ils sont venus acheter des bois européens, ce qui leur coûtait moins cher. Donc là, a priori, il y a un moratoire qui a été mis en place pendant 4 mois concernant donc ces taxations aux frontières, notamment pour le vin français entre autres, donc qui devrait venir détendre un peu le marché d'ici quelques semaines. Et les industriels, globalement, ils sont bien conscients que le marché 2021 va être fortement dégradé, hein, parce qu'il y a une baisse des ventes en données macro qui est extrêmement importante, tant en maison individuelle qu'en promotion. Donc, j'aurais tendance à dire qu'ils nous ont passé des hausses et tous nous ont passé globalement les hausses en même temps, au même moment, pour des mêmes pourcentages. Donc, alors, on ne va pas considérer qu'ils se sont entendus, mais en tout cas qu'ils se sont compris. Et à partir de là, ils essayent de faire sur le S1 les résultats qu'ils ne feront certainement pas sur le S2, quoi. Mais et qui prend le risque chez vous de ces hausses de prix? Les contrats sont indexés avec les clients? Alors, il y a deux façons, hein. Nos contrats sont indexés au-delà d'un certain délai. Donc, on a une neutralisation du prix pendant 6 mois et ensuite, il y a une indexation en fonction de l'indice BT01 qui est le cumul d'ensemble des indices des métiers du bâtiment. Donc, et ensuite, il y a des hausses tarifaires qui ont été mises en place il y a quelques mois qui vont prendre en compensation une partie de cette hausse. Néanmoins, on sera impacté. On compte sur notre organisation, sur l'amélioration de nos délais par nos process, et notamment, comme l'expliquait Olivier, par la centralisation de notre bureau d'études qui va permettre d'améliorer la prestation client et améliorer nos délais, et qui vont aussi automatiquement jouer sur notre taux d'annulation qui va se réduire. Donc, évidemment, on va être impacté sur nos prix de revient par la hausse des matériaux et la difficulté à trouver de nouvelles entreprises, bien que là, on ait moins de problèmes en ce moment. On n'en a pas parlé, mais on est en train de déployer un nouveau projet qui est une marketplace qui va permettre à l'ensemble des sociétés et des marques du groupe de pouvoir proposer en temps réel l'ensemble des marchés de travaux sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est plus de 1500 marchés de travaux qui vont être mis en ligne et qui permettront donc à des artisans locaux de toute la France de pouvoir souscrire à ces offres. Donc, qui va nous permettre de venir, on va dire, régénérer en quelque sorte notre patrimoine entreprise. Donc oui, ces hausses vont nous impacter, mais pas au point en tout cas de dégrader notre rentabilité, parce qu'il faut qu'on travaille sur d'autres leviers. On a 3 façons de gagner de l'argent: en augmentant les prix, en baissant notre prix de revient. On voit que ça, c'est pas possible. Ensuite, il nous reste la dernière option, c'est de travailler sur notre process. D'accord. Et vous augmentez les prix un peu? Ah oui, bien sûr. Hein. Là, on va avoir une hausse de l'ordre de 1,5% à peu près qui va passer dès le 1er mai. D'accord. Et juste un dernier point, mais un peu important, je vous avoue. Je vous connais depuis un certain temps, et le mode constructif individuel est quelque chose qui m'impressionne. Et dans vos prévisions, je dirais que c'est un des gros moteurs de votre croissance de profitabilité, puisque vous doublez en activité, c'est très important. La rentabilité est étonnante. Simplement, est-ce que vous pouvez peut-être donner quelques granularités sur comment se construit cette rentabilité
d'une marge normative opérationnelle de 20%. C'est du service d'études uniquement. Voilà, si vous avez quelques éléments qui pourraient m'aider à mieux comprendre cette partie significative de vos résultats maintenant. Peut-être, Olivier pourra rentrer dans la partie plus financière, on va dire, d'explication. Je peux simplement vous dire que globalement, on l'a vu tout à l'heure sur le slide, hein, l'activité construction, globalement, a dégradé sa productivité en l'espace de 40 ans de 10%. L'activité industrielle a augmenté sa productivité dans ce même laps de temps de plus de 40%. Une heure passée en atelier, ça coûte globalement 2 fois moins cher qu'une heure passée sur un chantier. Pour faire simple, une maison, quand on construit une maison sur un chantier, globalement, le prix de revient, c'est 50% de main-d'œuvre, peu ou prou, et 50% de matériaux. En usine, la main-d'œuvre intervient pour l'ordre de 12% à peu près, si ma mémoire est bonne, dans le prix de revient de l'ouvrage. Donc, on voit vraiment que l'action industrielle, globalement, est bénéfique parce qu'on est dans un cadre qui est organisé, avec un process qui est normalisé, et surtout une vérification des ouvrages qui sortent de l'usine. Ce qui coûte aujourd'hui cher dans l'augmentation de nos prix de revient, c'est la non-qualité, quoi. Et le mode constructif individuel, qui fait ces 20% de marge, c'est quoi? C'est toutes les parties modulaires de vos maisons, par exemple, qui sont faites ou... Oui, alors les murs, alors, ça englobe le mur, évidemment, ça englobe la fabrication des charpentes, ça englobe la fabrication des menuiseries, donc PVC et aluminium, et évidemment, ça englobe maintenant l'assemblage de ces différents murs, non plus sur le chantier, mais en usine, de manière à produire des modules. Assez simplement, quand on est en usine, pour faire des sols, on n'a pas besoin de carreleurs, on a besoin des ouvriers de l'usine. Pour faire des plafonds et des murs, on a besoin de ces mêmes ouvriers de l'usine. Enfin, on ne spécialise plus les métiers. On est vraiment sur un ouvrage qui est normé, entre guillemets, et la spécialisation du métier n'est plus indispensable. Enfin, il ne viendrait pas à l'idée d'un constructeur d'envoyer sur un chantier pour faire du carrelage un plaquiste. Ben, globalement, dans une usine, c'est capable parce qu'on est organisé au travers d'un process. C'est possible parce qu'on est organisé au travers d'un process. Et sur la partie peut-être plus financière, Olivier aura... Oui, alors, alors en effet, dans cette partie mode constructif industriel, on a deux sous-activités, vous l'avez bien compris. On a l'activité purement réseau, comme le disait tout à l'heure Alain, c'est Damien Tessier qui s'occupe de cette partie, donc qui anime un réseau d'une centaine de concessionnaires et qui leur permet de distribuer nos produits sur toute la France. Ça, c'est une activité purement de service sur laquelle on a une rentabilité qui est beaucoup plus importante, hein, qui est une rentabilité de service de l'ordre de 50%, même si en termes de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires est plus faible. Et puis après, on a purement l'activité industrielle, donc qu'anime Sébastien Boudin, qu'on a vu tout à l'heure aussi, qui est au COMEX. Et sur là, on a une rentabilité normative qui est plutôt de l'ordre de 15%. Alors après, on a 15% sur la plupart du chiffre d'affaires et plutôt 50% sur le chiffre d'affaires résiduel, ce qui fait qu'on approche des 17%. Après, ce qu'on voit dans cette activité, c'est ce que dit Alain, sur nos chantiers, en fait, à partir du moment où il pleut, à partir du moment où il y a du vent, à partir du moment où il fait trop chaud, à partir du moment où il y a un problème, c'est tout autant de raisons qui fait que nos artisans vont décaler leur intervention ou ne vont pas venir. En usine, on n'a pas du tout ce problème, puisque l'usine, par définition, elle est couverte. Et en plus, on a une certaine possibilité d'alterner un certain nombre de nos collaborateurs, puisqu'on a des personnes qui font de la charpente, qui peuvent faire des murs. Les personnes qui interviennent sur la menuiserie PVC peuvent intervenir sur la menuiserie aluminium. Et donc, on est beaucoup moins contraint par des problématiques soit d'absence, soit de hausse ou de baisse de cadence. Voilà. Étant rappelé que notre usine, elle fait à peu près 15 000 mètres carrés. Aujourd'hui, on sort à peu près 500 maisons Natilia par an. Et globalement, sans faire quasiment aucun investissement, je parle en termes de matériel, on peut avoir une cadence de quasiment 1000 maisons par an. Juste pour prendre un exemple, pour faire une maison individuelle aujourd'hui, il va nous falloir globalement entre 9 et 10 mois pour la livrer à un client. Alors, on ne va pas passer 9 à 10 mois de notre temps à la construire, on va perdre environ 7 mois de notre temps à la construire. On va la construire en 2 mois et demi, 3 mois. En usine, globalement, un module sort tous les jours et 4 personnes pour faire un module. Globalement, 16 personnes font une maison par jour.
D'accord. C'est cette activité qui était lourdement déficitaire autrefois, c'est ça? C'est celle-là même, oui. C'est celle-là même. Alors, on la reconnaît pas comme ça, mais c'est tout à fait celle-ci. En Allemagne, si mes souvenirs sont bons, il n'y avait pas une activité en On avait Allemagne les aussi. mêmes résultats, mais le sens, Voilà, c'était pas le dans C'était symbole n'était l'inverse, pas le ouais. même. Alors, nous portions le poids du passé également, hein, donc qui a pesé un peu lourdement dans les comptes de la société pendant 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que quand on a ouvert les tiroirs, ils étaient tous bien remplis, mais pas de ce qu'on attendait très précisément. Donc, néanmoins, on est resté droit dans nos bottes et en considérant que c'était sur ces chemins-là qu'on devait s'engager, quoi. D'accord, bah écoutez, je comprends mieux. Merci beaucoup. Merci pour votre question, vos questions. On a reçu une question par email, je vais me permettre de la poser, de Monsieur Goutet, qui demandait comment AST pourrait faire face à une hausse des taux ou un durcissement des conditions d'octroi de crédit de la part des banques. Comment on va faire face? Comme d'habitude, j'aurais tendance à dire on va devoir s'adapter. On a un métier d'adaptation. Le constructeur de maisons individuelles, c'est simplement, alors c'est frustrant, hein, mais le constructeur, c'est quoi finalement? Une maison, c'est quoi? C'est le résultat de capacité de financement moins prix des terrains égale prix de la maison. Donc ça fait 27 ans qu'on est dans cette organisation et qu'on s'habitue. Néanmoins, je pense que la question, il faudrait plus la poser au gouvernement parce que s'il y a une hausse des taux longs, globalement, ça risque d'être un peu contraignant pour le remboursement de la dette de l'État. Alors même si on peut éventuellement envisager de ne pas le rembourser. Voilà. Néanmoins, je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui, et en tout cas pour les années à venir, dans des vraies contraintes de hausse des taux, quoi. Parfait, merci. Alors, je ne sais pas si la réponse est satisfaisante, mais... On a une question de Monsieur Lombard. Je vous laisse ouvrir votre micro. Bonjour messieurs, merci pour votre présentation. J'aurais toute une série de questions, donc je vais faire en 3 points. Sur la partie système industriel, tout à l'heure, Monsieur Egblin a déjà abordé sa question. J'ai pas eu le temps de noter les capacités aujourd'hui et les capacités maximales en termes d'unités qui peuvent être faites sur le site que vous avez aujourd'hui. Pouvez-vous nous les rappeler? Alors, pour revenir simplement sur l'activité Ossature-Bois, donc Maison Natilia, pour le coup aujourd'hui simplement, l'usine globalement est calibrée pour faire entre 1500 et 2000 maisons avec environ encore aujourd'hui 2 millions d'euros d'investissement supplémentaire pour arriver à cette capacité maximale. On sait que notre réseau Natilia ne sera pas en mesure de développer ce volume de logements. Donc, l'offre modulaire va venir prendre le relais. Donc, on est capable de fabriquer, si vous voulez, à plat, entre 1500 et 2000 maisons en ossature-bois, et on sera capable de fabriquer sous environ une petite année globalement, grâce à notamment l'ouverture du nouveau site industriel, environ 5 maisons par jour au niveau des modules. 5 modules par jour, pardon, au niveau de M-Design. D'accord. Et donc, on va continuer à travailler évidemment sur le process et on va monter et en expertise et en compétences et en capacité de production très, très rapidement, puisque maintenant, on a derrière nous cette expérience de l'ossature-bois et cette expérience de l'industrie qu'on n'avait pas quand on a démarré chez Natilia il y a quelques années simplement, quoi. D'accord. Au niveau... Une Natibox, on l'a fait globalement avec 3 personnes, on l'a fait en 2 jours, quoi. Donc, une maison de 20 mètres carrés. Donc, après, c'est autant. Une maison de 100 mètres carrés, j'aurais tendance à dire, c'est 4 modules de 25 mètres carrés. D'accord. Au niveau temporel, à quel horizon vous pensez que vos capacités, même avec en comptant l'extension des 2 millions d'euros, seraient utilisées à 100%? C'est 2025, c'est avant, c'est après? J'aurais tendance à dire qu'on est, nous, plutôt portés dans nos investissements par le marché, hein, donc en fonction de notre développement commercial. Enfin, le principe de POBI de Natilia, ça a été de développer concomitamment une capacité industrielle avec une offre commerciale. Donc, on a toujours fait marcher de pair les deux, et avec une organisation interne, des objectifs en vente et des objectifs en déploiement industriel. Donc, c'est comme ça qu'on va continuer à progresser. Donc, aujourd'hui, et avec Natibox, on y va... j'aurais tendance à dire avec mesure. On veut tester notre capacité, on veut aussi tester la qualité de nos produits et on veut livrer un produit fiable à 100%. C'est-à-dire qu'on veut livrer une maison comme aujourd'hui on vous livre une voiture, avec 0 défaut. Donc voilà, ça c'est notre seule option, j'aurais tendance à dire. Autant sur un chantier,
les gens ont un peu de compréhension sur la difficulté à construire une maison, autant quand ils vont acheter une voiture, ils n'ont absolument aucune tolérance sur le moindre niveau de défaut. C'est vers ça qu'il faut qu'on tende avec M-Design et Natibox. Donc, on va faire progresser éventuellement, évidemment, notre distribution et notre outil industriel de manière concertée. Donc, par rapport aux objectifs moyen terme que vous indiquez 20% de rentabilité sur la filière système constructif. Ça correspondrait au moment où vous êtes en capacité saturée sur vos usines, c'est ça ou... Non, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, on est à 40% de la capacité maximale de l'usine. On est quasiment déjà à ces niveaux de rentabilité. Évidemment que l'évolution du chiffre d'affaires, le corollaire, ça ne sera pas dans les mêmes proportions l'augmentation des collaborateurs et du personnel intervenant. D'accord, donc en fait, si vous êtes à 40% aujourd'hui, les 20%, si vous arrivez à monter à 80%, 90%, les 20% sont peut-être même conservateurs. Aujourd'hui, c'est notre objectif et on est prudent, on essaye de respecter en tout cas jusqu'à présent ce qu'on s'était engagé à faire. On s'était engagé sur CAP 200, bon, alors même si effectivement les contraintes de ces dernières années nous ont légèrement rétrogradé en termes d'évolution, néanmoins il est important pour nous d'avoir des objectifs qui sont certes ambitieux mais qui sont atteignables. Donc oui, évidemment qu'on pourra continuer à améliorer la rentabilité sur cette activité. C'est le principe de l'industrie, c'est plus on en fait, mieux on le fait, moins cher on le vend et plus on gagne d'argent, quoi. Bien sûr. J'ai une question au niveau des frais de transport sur les systèmes constructifs. Combien ça pourrait représenter un pourcentage du prix d'achat? Alors, le transport, globalement, on transporte 2 modules sur un camion, donc avec sa remorque, et on va dire sur une moyenne en France entre les lieux proches et les lieux comme Lyon, c'est 1 500 € à peu près le camion. 1 500 €, vous parlez, ça c'est sur les tiny house ou Oui, on en transporterait 2. En l'occurrence, on serait à 750 € de transport pour une Natibox et on serait à 3 000 € à peu près de transport pour une maison individuelle, enfin pour 4 modules qui constitueraient une maison individuelle. Ok, donc là, j'ai pas. Par rapport à un prix de vente qui est de l'ordre de 150 000 € à peu près. Voilà. D'accord, ok, donc 1%, ok. Une question aussi sur est-ce qu'il y aurait à moyen terme, est-ce que vous envisagez des structures en bois sur des immeubles collectifs? Là, pour l'instant, vous êtes plus sur des maisons. On l'a déjà fait, mais nos projets de collectif s'orientent plutôt vers du modulaire. D'accord, ok. Une autre thématique, à moyen terme, si on a un essor de la construction de bois, ne craignez-vous pas une augmentation des prix et du coup une baisse de la compétitivité versus l'industrie béton? Et est-ce que ce problème pourrait être compensé par une taxe carbone? Est-ce qu'il y a une taxe carbone aujourd'hui qui pourrait se mettre en œuvre sur ces métiers-là? Une augmentation, des augmentations, on les craint, mais on est très combatif, donc les augmentations ne sont pas faciles à nous faire passer d'une part. D'autre part, il y a un élément important. Aujourd'hui, la France compte plus de forêts en 2020 qu'elle n'en comptait au Moyen-Âge. Donc, on a des ressources aujourd'hui qui sont extrêmement importantes en France, sur les pays limitrophes, sur l'Allemagne et sur la Belgique, qui sont également des fournisseurs pour nous. Et l'augmentation du bois dans la construction ne résulte pas juste d'une simple volonté, elle résulte aussi d'un outil industriel, d'une expérience dans ces métiers-là. Donc demain, on n'est pas prêt d'avoir des concurrents qui vont se développer aussi vite que nous sur ces métiers-là, parce que, encore une fois, les 10 ans d'expérience, c'est nous qui les avons, et l'outil industriel, c'est nous qui le possédons. D'accord, merci. Et dernier point, vous avez indiqué le retour du dividende. Est-ce que vous pensez aussi à des rachats d'actions? Qu'est-ce que vous pouvez privilégier? On travaille sur des outils d'une architecture financière qui permettrait d'intéresser un certain nombre de cadres dans le groupe. Oui. D'accord, donc ce serait juste pour couvrir des plans d'actions gratuites. Ce serait pas pour sur le capital. Pas forcément gratuit. Tout ce qui est gratuit a assez peu de valeur en définitive. D'accord, non, mais c'est pour couvrir une dilution qui serait liée à des dotations aux collaborateurs. Ce ne serait pas pour diminuer le capital. Oui, alors on évite
évitera évidemment toutes les opérations dilutives, en tout cas les opérations dilutives sans contrepartie à terme d'une réduction, quoi. Enfin, quand je dis pas d'une augmentation de la valeur de la capi du groupe, quoi. En tout cas, les dernières opérations d'attribution d'AGA ont été sans valeur dilutive puisqu'il y a eu des rachats d'actions. D'accord. Et j'avais un dernier point aussi vous avez parlé des prises de commandes sur les systèmes constructifs qui étaient un peu en deçà des prises de commandes sur les maisons individuelles. Est-ce qu'il y a une explication aujourd'hui? Alors oui, sur le confinement, on s'est rendu compte que même si on était, nous, très présents au travers de conf call et d'actions qu'on a pu mener au travers de notre réseau, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de recroquevillement d'un certain nombre de nos franchisés. Et comme dans beaucoup d'entreprises, ça a été assez difficile de les remettre au travail, hein. Le télétravail, c'est très bien, mais ce qui est gênant dans le télétravail, c'est les télés, quoi. Et un certain nombre sont restés un peu trop coincés sur Netflix et ça a été compliqué pour certains de revenir au boulot. Donc, ça a été un des éléments qui a été contributeur de cette contre-performance, mais plus sur le S1, comme on l'a vu tout à l'heure. Le S2 est venu un peu effacer ces diminutions constatées sur le S1, quoi. Mais moi, c'est sûr que... Je parlais plus en termes de prise de commande à fin 2020. J'ai l'impression qu'il y a moins de prise de commande sur la partie constructive qu'en maison individuelle. Oui, parce qu'encore une fois, le S1 était plus marqué chez eux que chez nous, en définitive, en termes de morale, simplement pas en termes de compétences, quoi. D'accord. Donc après, ça devrait se... question ou pas? Ça devrait se remettre dans l'ordre. Oui, je comprends. Oui, la situation est vraiment ça a été oui, difficile. Certains se sont trouvés un peu seuls, encore une fois, même si on les accompagnait autant que faire se peut par des visios régulières. Voilà, donc, on a lancé dès la sortie du confinement des opérations portes ouvertes et notamment des opérations digitales. Ça a été un peu compliqué de les engager avec nous sur ce type d'opération. On leur a démontré que c'était possible d'une part, et d'autre part que c'était positif et que c'était encore plus performant que nos anciennes façons d'appréhender la clientèle. Donc là, j'aurais tendance à dire que ces contraintes-là sont toujours évidemment très fortement présentes et on voit que de nouveaux départements vont être encore confinés dès la semaine prochaine et le Rhône notamment en fera certainement partie. Donc oui, c'est pas facile de vendre une maison. Alors même si les outils aujourd'hui nous permettent de communiquer avec les clients avec des téléviseurs interposés, néanmoins le vendeur est toujours important et la présence est toujours déterminante dans la signature du contrat. Donc dire que les outils nous font progresser, oui, elles nous permettent de rester en relation avec le client, mais elles ne nous permettent pas d'augmenter nos ventes, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Merci. Juste pour compléter, peut-être pour Monsieur Lombard qui découvre peut-être le groupe, en fait, c'est peut-être sur la distribution effectivement des maisons à ossature bois et elles sont faites pas via les concessionnaires alors que la plupart des maisons individuelles, du coup, vous les faites, c'était la différence entre les performances commerciales du réseau, effectivement des concessionnaires et franchisés qui étaient un peu moins performantes que vos agences en propre sur les maisons traditionnelles, j'ai envie de dire. Est-ce que nous avons d'autres questions ? Je vous en prie, vous pouvez ouvrir vos micros et poser les questions ou nous les envoyer par email. Bonjour, c'est Patrick Bord. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Oui, on vous entend. Bonjour messieurs, je vous remercie infiniment de votre présentation et bravo pour vos résultats. Merci. Mes principales questions à venir sur ce slide 31. Vous nous mettez un objectif à 5 ans. Si vous regardez ce qui s'est passé les 5 dernières années, je trouve ça très long. Le long terme, c'est bien, mais il faut y arriver. Pourquoi 5 ans? Alors, pour dire pourquoi pas, mais parce que encore une fois, on prend des engagements, on souhaite les respecter. Le track record d'aujourd'hui sur notre groupe, il démontre notre capacité à délivrer ce qu'on avait proposé de délivrer. On ne veut pas se mettre de pression supplémentaire autre que celle qui nous est imposée par les conditions du marché et des circonstances. Voilà pourquoi 5 ans, mais ce n'est pas interdit de le faire avant.
Mais on ne veut pas en tout cas être contraint par un horizon de temps qui soit trop court et nous oblige à nous développer selon des méthodes que l'on n'a pas forcément choisi aujourd'hui de faire. Notre développement aujourd'hui, il va être essentiellement concentré au travers de la croissance organique. Voilà, les croissances externes seront des opportunités si elles nous intéressent. Il ne faut pas qu'elles deviennent des réalités pour simplement satisfaire à des obligations qu'on aurait prises un peu inconsidérément. Alors, quand on regarde ce slide 31, on voit que bien que vous ayez une très forte rentabilité dans les systèmes constructifs, vous envisagez une croissance moindre, par exemple, que dans la promotion. C'est dû à quel type de décision? Est-ce que c'est simplement la rotation, par exemple, des fonds propres ou d'autres considérations? Non, c'est déjà lié à des capacités de marché, à des capacités d'acceptation de ce type de produit par la clientèle. Nous, on va aborder le modulaire de manière prudente, tout en étant convaincu du processus constructif, évidemment, mais de manière prudente. Et on va d'abord l'intégrer sur nos opérations. Donc, avec une intégration, on va dire, relativement modeste dans un premier temps, de manière à voir comment la clientèle accepte ce type de construction. Ensuite, on va essayer de s'adresser à des logements plus, à des marchés plus, on va dire, comment je pourrais plus rigide, par exemple des chambres d'étudiants ou des chambres d'hôtel, voilà, avec des produits extrêmement figés. Ensuite, dans un troisième temps, on va s'adresser au travers du bailleur social, donc qui sont aujourd'hui des gens qui innovent beaucoup et qui sont assez friands de ce type de produits. Et ensuite, de manière à aller ouvrir dans un dernier temps le marché de la promotion privée, voilà, pour pouvoir construire du logement au travers d'opérations de promoteurs privés. Voilà, donc on a ces quatre phases de développement. La plus longue sera vraisemblablement l'intégration de nos modules dans nos opérations. Et donc, ces 4 phases, vous nous en rendrez compte à chaque nouvelle réunion que nous aurons? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, par ailleurs, je voulais vous demander, cette courbe que vous avez, donc ça correspond à 12% de croissance par an sur la totalité de vos affaires. Cette courbe, vous la voyez plutôt la croissance au début ou la croissance à la fin de cette période de 5 ans? C'est un marathon, donc on n'aura pas de période de sprint. D'accord. Mais en ce moment, alors j'en viens aussi à la question, l'année en cours, elle se présente plutôt favorablement à cette croissance ou en tout cas, elle a bien démarré. Comme on vous l'a expliqué sur un de nos slides, on a plutôt bien démarré janvier-février et mars se présente sous les meilleurs auspices. Et alors, est-ce que vous ajoutez des objectifs qualitatifs à cette courbe, comme la satisfaction client ou l'amélioration du rating sur Gaïa ou sur d'autres, enfin des choses plus qualitatives? Alors, au-delà d'avoir ajouté des objectifs, ces objectifs concernent l'ensemble des collaborateurs du groupe, puisque une partie des plans d'intéressement est fondée sur l'amélioration de la satisfaction client qui est mesurée. Donc, ce sont des objectifs qui sont évidemment déterminants parce que, d'une part, on a cette obligation vis-à-vis de nos clients, on a nos obligations contractuelles, l'obligation de moyens, l'obligation de résultats, mais on a aussi ces obligations vis-à-vis de nos clients. Pendant trop longtemps, dans nos métiers, on a maltraité la clientèle et je pense qu'aujourd'hui, le client doit revenir au centre du projet. Et une des meilleures façons d'augmenter la rentabilité du groupe, c'est de travailler sur la satisfaction de nos clients. Et au-delà de la rhétorique, hein, on est vraiment très, très axé sur aujourd'hui l'ensemble de ces… On parlait tout à l'heure de Homeway. Homeway, on mesure au quotidien la satisfaction de nos clients. Et quand, comme Olivier le précisait, quand un client n'est pas satisfait, en tout cas quand il ne nous met que 3 étoiles ou en dessous, on l'appelle pour savoir ce qui s'est passé, comment on peut remédier à ça et sur quelles actions on peut engager pour le satisfaire. Donc on est parfaitement conscient que demain, même si on met des millions d'euros dans Google, si Google dit qu'on n'est pas bon, c'est Google qui aura raison. Et alors, pour répondre peut-être à votre question, les objectifs qu'on met ici en termes de chiffre d'affaires et de résultats opérationnels viendront nécessairement de l'amélioration de la qualité de nos process, de nos satisfactions clients, parce qu'on pourra construire toutes les maisons qu'on veut, mais si on met des délais extrêmement longs, si nos clients ne sont pas satisfaits,
ça nous coûtera toujours plus cher en termes de pénalité de retard, en termes de coûts marketing, etc., etc. C'est en améliorant ces process, en améliorant la qualité, que ça nous permettra d'optimiser nos process et d'améliorer la rentabilité. Et de toute façon, on n'aura pas le choix, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, globalement, le financement de nos clients ne va pas évoluer d'une manière exponentielle. Le prix des terrains, lui, par contre, on sait qu'il ne va pas diminuer. Et donc, entre les deux, il y a le prix de la maison. Et donc, si on veut pouvoir continuer de vendre des maisons à des primo-accédants, il va falloir qu'on travaille énormément sur nos process. Aussi bien d'ailleurs en termes d'organisation que sur les process industriels. Oui, aujourd'hui, on maîtrise nos prix de revient. Il est compliqué d'augmenter nos prix de vente parce que dans un métier qui est extrêmement concurrentiel, le seul axe et le seul levier d'amélioration de notre rentabilité, ça sera sur le service client. Les services clients, déjà, ils commencent par la réduction des délais. Donc, si on réduit de 2 mois l'ensemble de nos délais, globalement, on a 2 mois de chiffre d'affaires avec la même structure. Et quand on voit la capacité qu'on a à transformer de la marge brute en résultat net une fois qu'on a passé le break-even, globalement, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, quoi. Merci. Alors, ma dernière question, ça concerne la part des opportunités de croissance externe que vous pourriez avoir dans un marché qui semble un peu turbulent, et de croissance externe, et aussi des opportunités de vous étendre à l'étranger. Alors déjà, sur le marché français, globalement, on reçoit régulièrement des dossiers. Alors, on est vigilant aux opportunités, hein, mais nous, au-delà de faire l'acquisition de parts de marché, on veut aussi s'associer avec des hommes. Donc, un des premiers principes de nos opérations de croissance externe, c'est de conserver des hommes au capital et les fondateurs, plus précisément, si c'est possible, avec des espèces de conditions d'earn-out sur 3 ou 4 ans, de manière à pouvoir dynamiser, encore une fois, cette opération avec un patron de la structure qui reste totalement investi. Après, les marchés étrangers, aujourd'hui, on s'y est pas intéressé. On s'y est pas intéressé résolument. Je pense que le marché français est encore suffisamment porteur pour pouvoir aboutir aux ambitions qu'on a. Voilà, donc croissance externe, on est prêt mais pas pressé. Et ça, c'est une expression que j'ai depuis maintenant un certain temps. Mais c'est surtout une association avec des hommes plus que de l'acquisition. Enfin, moi, je ne compléterai pas le groupe pour simplement faire de l'acquisition de parts de marché. Merci beaucoup pour vos réponses, messieurs. Merci. Merci. Nous avons reçu d'autres questions via le chat. Je vais me permettre de vous les poser. Nous avons donc M. Tran qui demandait si vous comptiez investir davantage dans des opérations de marketing et si oui, comment, médias, réseaux sociaux, etc. Alors, la question, elle est, si je devais suivre la tendance, je répondrais oui, mais paradoxalement, je vais répondre non. On n'investira pas plus dans notre marketing digital. Je pense qu'encore une fois, le marketing digital, c'est bien, mais on est devant un ordinateur. Et on se rend compte, nous, quand on analyse l'ensemble de la génération de nos prospects et de la façon dont on adresse la clientèle, que globalement, on est bien plus performant quand ce sont nos vendeurs qui vont directement sur le terrain chercher du prospect. Et leur capacité à transformer ce prospect en client est beaucoup plus grande. Alors oui, on va pas investir plus dans notre digital marketing, on va investir mieux dans notre digital marketing. Donc, il faut qu'on soit plus pertinent dans la qualification de nos offres, il faut qu'on soit plus pertinent dans la qualification de nos prospects, et il faut surtout que nos équipes sur le terrain restent bien au contact du terrain. Merci. J'ai une autre question via le chat. Vous avez atteint 7% de taux de marge opérationnelle au S2 2020. Un tel taux de marge est-il accessible sur l'ensemble de l'année 2021 ? Alors, c'est une manière détournée de nous demander si on fait des prévisions de bénéfices, et en l'occurrence, on n'en fait pas, donc je ne pourrais pas répondre à la question. Mais bien évidemment, si on l'a réalisé sur le S2, à terme, c'est ce qu'on souhaite réaliser, même plus, puisqu'on vise 8%. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions ? Juste Solène, pour peut-être préciser, si vous voulez, il y a toute la partie structurelle sur laquelle on peut agir et sur laquelle on agit et qui, évidemment, influence fortement nos résultats financiers. Après, il y a toute la partie conjoncturelle qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas, que personne ne maîtrise d'ailleurs, et l'inconnu, elle est essentiellement là, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question ?
Oui, encore un tout petit point, Jean-François Welker. Monsieur Monsieur Sylvain que je ne connais pas et a donc quitté le groupe, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de contexte sur ce départ et je ne sais même pas quelles étaient ses attributions auparavant, qui les remplace ou comment ça se passe? Merci. Alors, il occupait une fonction de directeur général en charge notamment des activités maison individuelle groupe. Il a quitté l'entreprise pour des raisons personnelles. Et à ce titre-là, elles resteront évidemment personnelles. Aujourd'hui, j'assure l'intérim de sa fonction, ce qui me fait beaucoup de bien d'ailleurs, parce que ça me permet de replonger dans certains détails que j'avais soit oubliés, soit pas compris. Donc là, je remets les pieds un peu plus sur terre, enfin, en tout cas parmi les moellons, et c'est important. Évidemment qu'il sera remplacé parce que cette fonction intérimaire, je n'ai pas l'intention et ni vraiment la possibilité de continuer à la mener pendant longtemps. Donc on est dans le cadre d'un recrutement, mais on sera extrêmement exigeant sur la qualité de la personne qui va venir remplacer. Mais quand je dis extrêmement exigeant, c'est extrêmement exigeant. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres que... du coup, je pense qu'il est 11h25. Si on a d'autres questions, une toute dernière. Et après, on va clôturer cette présentation. Pas d'autres questions? Eh bien, merci à tous alors et à toutes de vous être connectés aussi nombreux. On va pouvoir vous libérer. Je vous laisse le mot de la fin, Olivier et Alain. Merci beaucoup pour votre attention et l'intérêt que vous portez au groupe. Et puis, alors, on vous donne rendez-vous non pas dans 5 ans, mais dès le mois de septembre 2021. Merci, au Merci. revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Si.